Donc, je voudrais mettre en diaporama. Bonjour à tous. Donc, on va parler pendant 1 heure à peu près des canaux atrioventriculaires et puis après, on parlera de la valve mitrale. Tout d'abord, petit ordre d'incidence, hein, c'est 4% des cardiopathies, donc environ 250 nouveaux cas par an en France. La trisomie associée, bien sûr, trisomie 21 associée très fréquente. Et on retiendra que quand il y en a une trisomie et qu'on a une cardiopathie, on a environ un CAV dans 50% des cas. On va être orienté par le phénotype, mais aussi le CG avec un axe qui sera souvent positif en AVR. Et l'importance de l'écho-cœur, on va le détailler, mais vous le voyez sur ces pièces anatomiques, un cœur normal avec une valve mitrale faite de 2 feuillets et puis une valve tricuspide, alors qu'ici, on va avoir un seul anneau. Et donc, cette fameuse cardiopathie. On va bien sûr évaluer le retentissement de ce shunt pour décider de la prise en charge thérapeutique, mais également du timing de la chirurgie qu'on essaye de faire avant l'âge de 6 mois, avec un poids de 5 kg idéalement pour le chirurgien. Et on verra que quand on ne peut pas attendre ce timing-là, on peut être amené à faire des chirurgies d'attente palliative. Bref, rappel sur la physiologie des CIV, parce que ce CAV va donc associer une CIV et une CIA le plus souvent, avec, vous l'avez bien compris, les shunts qui, à l'étage ventriculaire, vont regarder les résistances pulmonaires systémiques et systémiques en systole, et que le sens du shunt va être fonction des résistances vasculaires pulmonaires, avec un shunt qui va dilater les cavités gauches, alors qu'en ce qui concerne la CIA, ces shunts vont regarder les compliances des ventricules en diastole, et vont donc se faire également fonction des compliances avec une dilatation cette fois-ci des cavités droites au vu de la meilleure compliance du VD. Donc le CAV, on va le voir de façon schématique, mais également avec des images, des dessins. Donc un seul anneau, une valve, on le verra, et puis la forme classique, ce qu'on appelle le CAV complet, avec cette large CIV d'admission, et cette CIA ostium primum, et comme on l'a dit, un shunt à double étage, auriculaire et ventriculaire, qui fait que les cavités droite et gauche vont être dilatées, mais que principalement, ce sont les cavités gauches qui vont se dilater précocement et gêner l'enfant, avec encore une fois un rappel de physiologie basé sur le principe de Fick. Vous avez ici la naissance qui est symbolisée en rouge, avec ici les résistances vasculaires pulmonaires donc, qui sont élevées pendant la vie fétale, alors que le flux pulmonaire est faible du fait de ces fortes résistances et de la faible perfusion des poumons, et les pressions pulmonaires qui sont élevées comme dans un cœur avant la naissance. Une fois que la naissance se fait, que le bébé crie, vous savez que les résistances vont baisser de façon drastique dans les premières heures et principalement les premières semaines, avec des résistances qui doivent être basses vers 3 semaines de vie. Le flux pulmonaire qui va bien sûr augmenter de façon très nette, et puis c'est les pressions qui vont petit à petit baisser, et donc dans une situation normale, on aura une situation hémodynamique avec un cœur en série qui va évoluer tranquillement, un flux pulmonaire avec un QP égal au QS et des résistances vasculaires pulmonaires normales. On va voir différentes, et vous savez qu'on va pouvoir estimer le QPQS grâce aux saturations dans la aorte veine cave qui, en absence de bas débit, va être estimée à 30%, la saturation des VP qui sera à 100% en cas d'état respiratoire normal, et puis la saturation dans la paix auquel on peut accéder au cathétérisme, qui va donc nous donner le QPQS, et donc un rapport de résistance qui permettra d'évaluer, si on a un doute, l'opérabilité d'un patient qui viendrait dans un circuit plus tardivement qu'un circuit anténatal. Et donc, si on regarde la situation en cas de shunt, eh bien, vous l'avez compris, le QPQS va donc augmenter parce que le shunt à l'étage ventriculaire va être source d'un hyperdébit, et donc ce QPQS
va être très supérieur à 1 et donc avec des symptômes respiratoires et d'hyperdébit. Si le shunt gauche-droit est maintenu, bien sûr que les pressions vont rester égales et donc ne pas baisser, et que c'est donc la phase d'artériolyte qu'on va bien sûr éviter en opérant les malades avec le bon timing, qui va éviter que ces résistances vasculaires pulmonaires qui étaient restées basses finissent par réaugmenter. Puis petit à petit, le QPQS, alors qu'il était élevé du fait de la résistance, des résistances vasculaires pulmonaires qui vont augmenter, qui va à nouveau baisser avec une diminution des symptômes, mais apparition secondaire d'un shunt droite-gauche, et puis cette HTAP fixée. Et donc c'est pour éviter cela qu'il va falloir opérer les patients au bon moment. Donc, un tout petit exercice que vous avez déjà fait, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'évaluer le QPQS et donc les résistances. Et donc, si vous recevez un CAV complet avec une saturation dans la paix à 90%, vous allez donc avoir 30% s'il n'est pas en bas débit, divisé par 100, moins 90, c'est égal 10. Donc, un QPQS à 3 sur 1 et des résistances donc, qui vont tout à fait permettre une chirurgie à un tiers. Lorsque cet enfant aura une saturation à 85%, on sera donc à 30 divisé par 15 et donc à 2, et donc un enfant qui peut être encore opérable, dont les suites post-opératoires peuvent être plus complexes, alors que si un enfant arrive tardivement dans le circuit avec une saturation à 70%, cette fois-ci on va se retrouver avec un QPQS à 1 et donc un enfant non opérable du fait du retard de prise en charge. Donc, quelle est la définition du CAV? Donc, normalement, il y a une zone de jonction entre les oreillettes et ventricules qui est composée des valves auriculo-ventriculaires, mais également de la partie basse du septum interauriculaire et de la partie postéro-inférieure du septum interventriculaire qu'on appelle le septum d'admission. Donc, ça, c'est la situation normale. En cas de CAV, on n'aura donc qu'une jonction auriculo-ventriculaire commune, et on l'a dit, et on le voit très bien sur les pièces anatomiques, et on recherchera cette information en échographie de la présence d'un seul anneau, avec la CIA ostium primum et une CV d'admission dans sa forme complète. Et donc, sur le plan embryologique, c'est l'ensemble de cette jonction s'organise autour du mésenchyme, des bourgeons endocardiques qu'on appelle également les coussins, que vous voyez ici sur des cœurs de souris, où on voit très bien les deux oreillettes, les deux ventricules qui ne sont pas encore septés, et puis cette zone qui est donc la zone de transition entre les oreillettes et les ventricules, qui est initialement unique et qui est faite de bourgeons dont on va voir l'évolution est nécessaire pour former normalement deux valves auriculo-ventriculaires. On le voit ici à un stade précoce, donc les bourgeons inférieurs et supérieurs et les bourgeons latéraux. Et vous voyez que cette image ressemble très clairement à une image de CAV, et donc c'est un arrêt du développement, enfin en tout cas une symbolisation de cette valve AV unique avec ses futurs deux feuillets antérieurs, postérieurs et les feuillets muraux d'un CAV, alors que normalement ces coussins auraient dû s'organiser pour former deux valves. Si on regarde rapidement la septation auriculaire normale, donc vous voyez ici le septum primum, donc qui va descendre du toit des oreillettes vers ces fameux bourgeons endocardiques, qui est une région très importante, qui est l'épine vestibulaire, qui va venir également migrer dans cette région pour septer de façon définitive les deux oreillettes, avec secondairement la formation du foramen ovale pour qu'il y ait cette communication pendant la vie fœtale, et que le mouvement de courbure interne, mais également de wedging, c'est-à-dire de l'aorte qui vient se nicher formation des différents septa, mais également des valves AV pour qu'elles soient identifiées en tricuspide et mitrale. Eh bien, dans le CAV, il va y avoir un défaut de septation de ce canal, qui est contemporaine de la septation auriculaire et ventriculaire. Et donc, ce septum primum et cette fameuse épine ou crête vestibulaire va être déficiente. Et donc, vous voyez ici que si cette crête est déficiente, il ne va pas pouvoir y avoir de septation correcte de ce canal en deux valves AV. Et donc, c'est là que va se créer le CAV avec ce fameux anneau valvulaire unique.
Donc, c'est un processus complexe et qui va donc nécessiter, comme on l'a dit, des continuités entre des structures, mais également des alignements de septa. Et donc, très souvent, dans un CAV, on va avoir des malformations, enfin des anomalies génétiques associées qui sont probablement liées à ce défaut de formation de ces coussins. Et je vous ai remis rapidement quelques faciès d'enfants pouvant avoir des CAV. Donc, vous reconnaissez bien sûr les trisomiques 21, mais l'association charge, on peut le voir aussi dans les hétérotaxies. Dans le Smith-Lemni-Opitz, les trisomies 18 et 13, mais également dans le syndrome d'Ellis-Van Creveld, vous voyez qu'il y a une hexadactylie particulière. Et puis dans les rassopathies avec bien sûr le syndrome de Noonan, mais on peut en voir dans d'autres rassopathies. Donc encore une fois, l'anomalie de CAV peut être associée à une maladie génétique qu'il faudra savoir rechercher pour informer les parents. Comme je vous l'ai dit, on va regarder des dessins, des schémas, des photos. Et donc ici, vous avez une vue qui est l'équivalent d'une vue de Théo, hein, mais de cette valve mitrale normale au contact de la valve aortique et de cette valve tricuspide en discontinuité avec la valve pulmonaire, donc dans un cœur normal. Alors que dans le CAV, comme on l'a dit plusieurs fois, il va y avoir un seul anneau, même si dans cet anneau unique, on peut identifier une seule valve ou un équivalent de 2 valves. Et on va le voir, ces orifices peuvent exister et être séparés, mais la définition reste qu'il n'y aura qu'un anneau, qu'il y ait un orifice, comme vous le voyez ici, ou 2 orifices. Des pièces anatomiques avec encore une fois la notion d'un seul anneau que vous voyez ici. On devine la CIV d'admission plus basse. Et donc, sur ces schémas, cette fois-ci, on voit les différentes hémivalves, donc les valves murales de chaque côté, et puis l'hémivalve antérieure et les hémivalves postérieures ou inférieures et supérieures. Ça dépend quelle dénomination vous décidez de prendre, mais vous voyez que dans cette configuration, on va avoir un seul anneau et un seul orifice, alors qu'on peut avoir 2 orifices distincts au milieu d'un seul anneau. Et c'est donc ce qu'on va appeler les CAV partiels, en opposition au CAV complet, où la CIV est large, alors que dans le CAV partiel, la CIV est fermée, ou en tout cas non visible, parce qu'elle va être faite de simplement une CIA ostium primum et d'une anomalie de la VAV gauche qu'on appellera une fente. Encore une fois, d'autres façons de le dessiner. Et puis, c'est ce schéma relativement simple, mais qui retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image de ces fameux coussins primitifs. Et on peut faire en échographie cette vision de ces 2 hémivalves antérieures et postérieures et des valves murales. Et donc, c'est l'analyse de ces fuyets qui va permettre de dire au chirurgien si la plastie va être accessible ou complexe. Et vous imaginez bien que s'il y a un défaut de développement de cette valve murale, bien sûr que l'étanchéité de la valve va être altérée et que si un des feuillets antérieurs ou postérieurs est également restreint, il va falloir ajouter du patch et donc potentiellement réopérer l'enfant dans l'avenir. Donc un seul anneau valvulaire, on l'a dit, la CIA ostium primum, vous voyez en opposition ici avec le foramen ovale, un large défaut dans la partie basse du septum vers la valve AV, et donc on va pouvoir le voir en échographie tout à l'heure. Si vous regardez un cœur normal, vous voyez, reconnaissez ici le ventricule gauche qui est lisse, les 2 piliers mitraux, la valve aortique, et bien dans un CAV, avec cet aspect de CV d'admission, de scoop out, vous voyez les 2 piliers de la VAV gauche, mais c'est hémivalve qui traverse en pont cette CIV et qui va donc entraîner potentiellement des fuites ou des sténoses en pré ou en post-opératoire. Donc, il y a clairement, on le voit ici, un défaut potentiel de coaptation de l'hémivalve antérieure et postérieure. Quand on a 2 orifices, donc dans le CAV partiel, on ne verra pas de CIV, et puis on peut imaginer qu'il y a 2 valves, mais toujours encore une fois un anneau, 2 orifices et une fente clefte de la VAV gauche qui sera bien sûr à traiter au moment de la chirurgie.
La CIV existe toujours, même si vous pouvez le voir dans le CIV partiel, on l'a dit, en fait, elle est fermée. On voit à nouveau les deux piliers mitraux, les hémivalves qui traversent en pont, mais vous voyez que cette fois-ci, il n'y a pas de passage à travers les ventricules parce que les hémivalves ont fermé ce passage, et donc c'est ce qu'on appelle un CAV partiel. Il y aura une CIA ostium primum en plus de cette fente qu'il faudra suturer, que vous voyez également sur ces pièces anatomiques. Encore des images de fente quand on regarde du côté ventricule gauche. Et puis dans le CAV intermédiaire, encore une fois, je vous montrerai des images échographiques après. On voit à nouveau ces deux hémivalves en pont. Et vous voyez ici qu'il y a un défaut de septation avec un shunt à l'étage ventriculaire, mais celui-ci va être restrictif. Donc, contrairement aux CIV d'admission large qui vont nécessiter une prise en charge chirurgicale dans les premiers mois de vie, lorsqu'on est face à un CAV intermédiaire avec une CIV restrictive, eh bien la chirurgie pourra être décalée vers 3 ou 5 ans en fonction de l'état de la valve. On en parlera également tout à l'heure. Sur ces images dans un autre plan, je vous ai tout à l'heure la valve traverse en pont. On le voit ici clairement avec ces piliers de VAV gauche et cette fois-ci pas de défect. Donc on est dans le cadre d'un CAV intermédiaire ou partiel. Sans hémodynamique, c'est bien sûr difficile de le dire. Et vous voyez que ces hémivalves donc, traversent en pont les deux cavités. Et ici, une très large CV d'admission, donc qui est la forme classique du CAV, avec l'hémivalve des deux côtés. Qu'en est-il de la voie d'éjection? Dans un cœur normal, on va avoir une voie d'admission qui va être égale à une voie d'éjection, si vous faites sur une coupe en 5 cavités, et donc ou 3 cavités. Vous voyez que la continuité entre la valve mitrale fait un certain angle. Dans le CAV, la horte ne va pas venir pouvoir s'encastrer, comme on appelle le wedging, au niveau de la valve mitrale. Et donc, il y a cet aspect de voie d'éjection qui est plus grande que la voie d'admission et qui donne ce qu'on appelle l'aspect en col de cygne. Et bien sûr que c'est une région qui va être très importante pour l'expertise pré-chirurgicale et potentiellement le suivi parce qu'il va pouvoir se développer des lésions à cet endroit-là. Et on voit encore une fois la valve AV qui traverse cette large CIV d'admission. Et donc, la zone, en fait, entre cette hémivalve antérieure et la valve aortique, plus elle va être étroite, plus le col de cygne va être prononcé et plus il y aura potentiellement des obstacles qui vont se créer. Comment on va analyser un CAV en échographie? Bien sûr, initialement, décrire le défaut septal anatomique. Est-ce qu'il y a une CIA ostium primum? Est-ce qu'il y a une CIV d'admission? Est-elle ouverte, large, totalement fermée ou partiellement fermée? Bien sûr, estimer le shunt avec on verra la dilatation des cavités gauches qui sera plus problématique que la dilatation des cavités droites en période dans les premiers mois de vie, et puis l'analyse de ce composant gauche, parce que le chirurgien va bien sûr devoir faire un équivalent de 2 valves alors qu'il n'y a qu'un anneau et 1 ou 2 orifices, et donc il va falloir décrire attentivement ce composant gauche en décrivant ces orifices et la répartition entre la droite et la gauche. Vous voyez ici sur ce schéma un CAV totalement équilibré où la VAV gauche fait la même taille que la VAV droite, et bien sûr plus elle sera petite, plus la chirurgie risquera d'entraîner une sténose, et donc parfois l'impossibilité de fermer cette fente pour accepter une fuite qui potentiellement sera secondairement opérée. Ce qu'on appelle l'étoffe des feuillets, je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit ici des feuillets bien développés. Si votre feuillet mural ou vos hémivalves ne sont pas développés, il y aura moins de tissu pour que le chirurgien puisse faire la plastie. Les cordages et les piliers, comme dans une valve mitrale normale, il existe des cordages et des piliers. Il peut y avoir des piliers uniques ou des piliers asymétriques ou des cordages plus courts qui vont encore une fois rendre la chirurgie plus difficile. Savoir si cette valve fuit ou si elle est sténosante, ce qui est en général pas le cas en préopératoire, mais qui peut le devenir si on a suturé une valve AV gauche petite.
Et puis, bien sûr, on l'a dit, regardez les attaches mitrales, en fait, c'est plutôt les attaches de la valve AV gauche dans la voie sous-aortique qui peuvent nécessiter une chirurgie d'emblée, ce qui est globalement assez rare, ou une chirurgie au cours de la croissance lorsqu'il se développe un obstacle. Donc, le composant gauche, bien sûr, va être lié à la taille du ventricule gauche et on va donc évaluer ce déséquilibre et éventuellement ne pas pouvoir réparer un CAV de façon biventriculaire, mais s'orienter vers une prise en charge univentriculaire. On le verra sur les échographies tout à l'heure. L'alignement des orifices et du ventricule, les différents composants valvulaires avec les hémivalves qu'on va décrire, l'appareil sous-valvulaire. Et donc ça sera dans la coupe petit axe qu'il faudra l'analyser. Pour ce qui est de la coupe 4 cavités ou longitudinale, on va également évaluer la surface de coaptation en décrivant l'étoffe entre l'anneau et le bord libre et également l'appareil sous-valvulaire, comme je vous l'ai dit, avec les cordages. Pour ce qui est de la fuite, est-ce qu'une valve qui fuit beaucoup est une mauvaise valve? Bien sûr que si vous voyez une fuite dans un CAV chez un fœtus ou chez un nouveau-né très jeune, oui, ça sera péjoratif parce que nécessitant une chirurgie précoce qui ne pourra pas être une réparation complète et donc potentiellement nécessiter un cerclage qui est bien sûr une chirurgie d'attente qu'on ne souhaite pas faire, mais qu'il faut savoir faire. Par contre, chez le grand, le fait d'avoir un CAV qui fuit n'est pas forcément signe de mauvais pronostic sur le plan chirurgical. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, certaines fuites vont être évolutives, c'est-à-dire que si une VAV gauche est petite et qu'on décide de ne pas la suturer au moment de la chirurgie, elle va potentiellement se mettre à fuir, dilater les cavités gauches et après entretenir le mécanisme en favorisant encore plus la fuite au niveau de la fente et donc une chirurgie secondaire. Et est-ce qu'une valve qui semble étanche en préopératoire est-elle garant d'un bon résultat? La réponse est non, même si globalement, un chirurgien préfère quand même toujours opérer un enfant sans fuite. Mais il va effectivement changer les différents rapports et c'est pour ça que les choses peuvent évoluer. La voie sous-aortique, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc dans un cœur normal, on a dit distance entre la voie d'admission et d'éjection équivalente. Dans le CAV, cet aspect qu'on a décrit de col de cygne. Et donc, comme je vous le disais, l'étroitesse de la voie sous-aortique des CAV est en rapport avec la distance entre l'hémivalve antérieure et le septum. Encore une fois, cette hémivalve ici et la valve aortique, et donc plus ça va être étroit, plus ce col de cygne va être prononcé et plus il risque d'y avoir des obstacles sous-aortiques à traiter. Quel est le traitement à mettre en place chez un enfant dont vous faites le diagnostic de CAV précocement, soit que ce soit en période anténatale, soit postnatale précoce sur une éventuelle échographie systématique devant un diagnostic de trisomie 21? Comme vous l'avez compris, les résistances vont baisser et pour être idéalement très basses au bout de 3 semaines. Donc, c'est des enfants qui ne sont pas gênés dans les premières semaines de vie, mais dont on peut anticiper le futur shunt. Et donc, si les enfants boivent bien, le sein ou le biberon, il ne sera pas forcément nécessaire de les enrichir, mais en tout cas, dans les CAV complets, vous pouvez prendre l'habitude de le faire assez rapidement parce que votre objectif étant d'opérer votre patient lorsqu'il fera 5 kilos, et bien plus il aura d'énergie face à ce shunt et cette dépense énergétique, plus il atteindra son poids précocement. Donc on va bien sûr l'enrichir comme dans toutes les CIV à gros débit avec de la dextrine maltose et de l'huile. On saura mettre une sonde nasogastrique chez les enfants qui sont très gênés pour enrichir l'alimentation précocement, d'autant plus qu'ils ont parfois des difficultés à prendre les biberons s'ils sont trisomiques 21. Vous savez que les enfants vont être anémiques à l'âge de 3 mois, donc favoriser le shunt chez les enfants ayant des CIV. Donc on pourra traiter par du fer de façon précoce, à petite dose pour permettre une bonne tolérance digestive et limiter l'anémie. Et
éviter la traque avec un objectif d'hémoglobine à 15 grammes. Globalement, le Lasix est très rarement nécessaire, mais bien sûr qu'en cas de pression de remplissage élevée à gauche et donc à droite, avec une hépatomégalie, on pourra mettre du Lasix et on verra en échographie que les pressions sont élevées à droite et à gauche. Et puis le Synagis, en période d'épidémie chez des enfants ayant des symptômes d'hyperdébit, on pourra préconiser ces injections pour essayer de limiter le risque d'une bronchiolite sévère qui peut éventuellement compromettre aussi une prise en charge chirurgicale. Globalement, la cure complète va se faire avant 6 mois pour les CAV complets avec un poids idéal, on l'a dit, de 5-6 kg. En cas de CAV chez des enfants de petits poids qui ne prennent pas de poids en raison de leur fuite, on va être parfois amené à les cercler, mais globalement, ça va aggraver la fuite. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Et c'est pour ça que les traitements médicaux mis en place rapidement permettent parfois d'atteindre le poids de 4,5 kg, 5 kg et d'éviter cette chirurgie palliative. C'est une bonne alternative en l'absence de fuite. Bien sûr que le risque opératoire sera plus élevé en cas de CAV déséquilibré. Sur le plan chirurgical, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bien sûr que le plus souvent, on va fermer la CIV, la CIA de façon étanche si on le peut, et de suturer cette fente avec, vous le savez, on l'a dit, des risques de remplacement valvulaire mécanique à long terme en cas de grande anomalie de la VAV, mais également du risque de bloc auriculo-ventriculaire du fait de la proximité des faisceaux de conduction et de la complexité d'une chirurgie qui a comme objectif d'avoir un équivalent de 2 valves AV. Comme on l'a dit, le chirurgien va tout changer. Vous voyez qu'ici, le patch de la CIV, le patch de la CIA, la suture de la fente. Et donc, tous ces patchs vont pouvoir donner un très bon résultat, mais peuvent également, avec le temps, se faire à moyen terme qui nécessitent des reprises chirurgicales. Les facteurs prédictifs de mauvais résultats, les formes avec hypoplasie des cavités gauches. Si vous avez une coartation avec un CAV complet, c'est clair qu'il va falloir l'opérer en période néonatale. Donc, on va commencer par faire la coartation, mais également associer un cerclage et qui, sur des valves AV qui vont potentiellement fuir, va être une contrainte. Mais encore une fois, on n'a pas le choix. Lorsque la VAV gauche sera faite sur un pilier avec peu d'étoffe et des cordages courts et potentiellement une fuite ou une sténose. Bien sûr que ça sera des facteurs de risque préopératoires et qui vont faire informer les parents d'une potentielle réintervention dans les premières années de vie. Et on l'a dit tout à l'heure, des enfants qui ont besoin très tôt d'être opérés sont potentiellement à risque plus élevé de réintervention. Et puis, vous connaissez probablement cet adage qui dit que les enfants trisomiques 21 ont souvent des CAV de bonne forme, en tout cas quand ils ne sont pas déséquilibrés, au dépend des cavités droite ou gauche, avec des valves, avec du tissu, de l'étoffe. Et donc, plus le chirurgien aura du tissu pour faire ses plasties, mieux il sera. Et donc, tout à fait possible qu'un enfant sans trisomie 21 ait un pronostic cardiologique moins bon s'il a des anomalies associées à son CAV. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc peut-être avant de passer à l'échographie, je vais regarder. Le son est là. Oui, on vous entend. Ah oui, tout le monde m'entendait en fait. Il n'y a pas de questions. On vous entend. Très bien, bonjour. Quelle est la différence entre le CAV partiel et intermédiaire? Donc, peut-être que vous avez eu la réponse depuis. Donc, le CAV partiel, il n'y a pas de shunt à l'étage ventriculaire, même s'il est anatomiquement potentiellement existant. En tout cas, la valve a fermé cette CIV. Donc, c'est CAV partiel égale CIA ostium primum et cette fameuse fente de la VAV gauche, et donc des enfants qui sont opérés plutôt vers 3 à 5 ans. Et le CAV intermédiaire, il y a une CA ostium primum le plus souvent, une fente et une CIV restrictive, et donc des enfants qui ne vont pas souffrir de shunt comme les enfants avec une CIV d'admission large et qui seront également opérés plus tard si la VAV est de bonne compétence. Quel est l'intérêt du Synagis? Donc, quand vous avez un enfant qui naît au mois d'octobre à 2,8 kg avec une trisomie 21 et un CAV large
avec un CAV avec une CIV d'admission large et avec des signes de débit dès le premier mois de vie, il va bien sûr être exposé aux surinfections. Et donc, s'il a une bronchiolite, il va potentiellement avoir une bronchiolite plus sévère avec un passage en réanimation, une ventilation qui, si elle survient une semaine avant sa chirurgie, va la repousser de au moins 3 ou 4 semaines. Et donc, encore une fois, les chintes à gros débit avec polypnée, non prise de poids, peuvent bénéficier du Synagis selon les recommandations. Pourquoi on opère CAV déjà? Alors, là, la question, j'ai l'impression qu'on me dit pourquoi on opère un CAV à 6 kg alors que la CIV, on oblige 10 kg. Donc, il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir 10 kg pour opérer une CIV. Hein. Une CIV de la outlet, une CIV d'admission peut s'opérer plus tôt. Donc, je ne sais pas si c'est où vous travaillez, mais en tout cas, une CIV n'a pas besoin d'avoir 10 kg pour être opérée, en tout cas. Une explication 5 pour dire déséquilibre ou équilibré. C'est une bonne question. Les CAV équilibrés ont des cavités gauches qui sont identiques aux cavités droites avant que celles-ci se dilatent. Et donc, dans une asymétrie ventriculaire aux dépens des cavités gauches sans CAV, on sait que le fait d'avoir une valve mitrale qui va être plus petite que 8 mm, entre 6 et 8 mm, va rendre le projet biventriculaire complexe. Et donc, pour ce qui est du CAV, si vous avez une hypoplasie des cavités gauches très nette, vous allez aller vers un projet univentriculaire. Et il y a des mesures en fait en sous-costal. On peut calculer la surface de l'orifice AV gauche et droit. Et si celui-ci est inférieur à 0,8 en termes de rapport, alors on va savoir qu'il y a potentiellement un risque de cœur univentriculaire. Je pense que c'est les CIA où on exige, en tout cas, il n'y a pas de rapport avec cette maladie. Donc, on va continuer pour vous montrer des échographies. Alors, avec tout d'abord l'échographie anténatale. Hein, vous savez que dans un cœur normal, on va rechercher le décalage de la tâche septale de la valve tricuspide et que c'est donc un des signes qu'il faut rechercher en anténatal et qu'en cas d'alignement des valves, on va se suspecter un CAV. Vous le voyez ici, 2 ventricules, un CIA ostium primum et l'alignement des valves qui évoque le CAV qui doit faire rechercher l'anneau unique et qui, en anténatal, doit faire proposer aux parents, s'ils le souhaitent, une amyosynthèse pour rechercher une trisomie 21 associée. Le fameux ostium primum, donc 2 ostium primum très différents sur ces échographies. Vous voyez les 2 ventricules, les 2 oreillettes et un tout petit ostium primum ici qui ne pourra éventuellement ne jamais faire parler de lui, alors qu'ici, vous voyez très nettement un ostium primum très large. Donc, encore une fois, la taille de l'ostium primum peut être très variable d'un CAV à l'autre. Et vous voyez que le shunt est vraiment minime dans cette CIA ostium primum de très petite taille. Et que cette valve, bien qu'on ne le voit pas ici, est fendue, il y a une petite fuite, et c'est donc ça qu'on appelle le CAV partiel. Cette fois-ci, un ostium primum très large, hein, avec ce qu'on appelle une oreillette unique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun septum primum qui s'est développé, et donc une seule oreillette qui doit faire évoquer potentiellement le syndrome d'Ellis-Van-Creveld dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut le voir également dans les hétérotaxies, mais classiquement dans l'Ellis-Van-Creveld, les CAV sont des CAV avec oreillette unique. La CIV d'admission, très nettement visible ici, avec, vous voyez, cette fois-ci 2 ventricules équilibrés. Il n'y a qu'un anneau et il y a, on le voit, 2 orifices, mais on peut bien sûr penser qu'il y aurait 2 valves chez cet enfant. Mais ce que vous voyez, c'est l'hémivalve antérieure ou postérieure, qui plutôt ici postérieure, vu qu'on est dans le septum d'admission. Le CAV complet, dans sa forme la plus classique, avec une CIV d'admission large, une CIA
d'ostium primum également large. Et donc, ces enfants-là, dès le diagnostic, peuvent bénéficier d'une place opératoire 3-4 mois après, afin qu'ils grossissent, parce que c'est évident qu'ils auront besoin d'une chirurgie et qu'il n'est pas question d'attendre qu'ils soient en hyperdébit pour demander une date opératoire et potentiellement d'attendre. Donc, on prévoit une prise de poids de 600 à 900 grammes par mois et on peut fixer potentiellement la date opératoire et l'avancer si besoin. Le fameux CAV intermédiaire par rapport à la question tout à l'heure, donc les deux oreillettes, la CIA ostium primum, les deux ventricules, et vous voyez qu'anatomiquement, on devine une CIV d'admission large, sauf qu'elle est fermée en grande partie par les hémivalves de la valve de CAV. Et si vous regardez sur cette image avec la couleur, on devine ici un tout petit shunt restrictif. Et donc, cet enfant-là ne va pas avoir de signe d'hyperdébit parce qu'il n'a pas de CIV à gros débit, parce que celle-ci est en grande partie fermée. Et au final, se retrouve avec une CIA large qui va faire poser l'indication d'une chirurgie vers l'âge de 5 ans en l'absence de fuite importante de la VAV gauche. Et donc, on en profitera bien sûr pour fermer cette CIV si elle ne l'est pas d'ici là. Mais on voit très bien le mécanisme. Encore une fois, vous voyez ici la large CIV d'admission qui est en grande partie fermée par les attaches de la valve. On peut avoir des CIV dans d'autres positions. Ici, il n'y a pas de CIV d'admission. Vous voyez une très large CIV travéculée qu'il ne faudra bien sûr pas omettre de regarder pendant l'échographie pour dire au chirurgien, bien sûr, de la fermer. Pour ce qui est de la question tout à l'heure sur les ventricules équilibrés, donc c'est cette fameuse coupe donc en sous-costale qui fait qu'en image arrêtée, on peut mesurer les surfaces des orifices gauche et droit et on voit ici qu'ils sont équilibrés et que c'est donc un CAV qui ne posera pas de problème sur le plan chirurgical. Par contre, cet enfant a un beau ventricule gauche avec une VAV gauche développée et un petit ventricule. Et donc, ce ventricule droit est probablement insuffisant pour une réparation à 2 ventricules. Et donc, dans cette situation-là, on pourra passer, si c'est nécessaire, par un cerclage. Il faudra cercler très précocement l'enfant, car s'il s'oriente vers un programme univentriculaire, ne pas lui laisser d'hyperdébit. Donc, c'est clair que si on a un doute sur le caractère déséquilibré ou pas, il vaut mieux cercler un enfant précocement. Et puis, si secondairement le ventricule droit ne fait la capacité de faire le débit, alors on pourra décercler, faire une cure complète. Et si ce n'est pas le cas, s'orienter vers une DCPP pour une réparation éventuellement à 1,8 ventricule ou une réparation à un seul ventricule sans avoir compromis le programme univentriculaire. Une autre image d'hypoplasie du ventricule droit avec, vous voyez encore une fois, cette valve AV gauche développée et une hypoplasie très nette du composant droit de la VAV unique qui, avec à toute évidence, est un programme univentriculaire. Donc cet enfant-là sera bien sûr cerclé. Vous voyez ici l'image du septum conal. La CIV d'admission peut s'étendre dans la voie d'éjection. Je suis désolée, je remets. Vous voyez ici ce septum conal qui peut être mal positionné dans les CAV. Et le petit VG, donc cette fois-ci un ventricule droit qui est vaste et le ventricule gauche qui est plus petit et qui va encore une fois potentiellement compromettre la chirurgie. Notre image de petit ventricule gauche, encore une fois la fameuse coupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le composant droit qui est de très belle taille et un composant gauche qui est difficile à identifier. Oups, pardon. Et donc, on voit ici 2 ventricules égrévés, une large CIV qui empêche un programme biventriculaire et qui là aussi va bénéficier d'un cerclage parce que le pronostic est bien sûr ailleurs. La voie d'éjection, une image ici qui vous montre cet aspect en col de cygne, donc cette aorte qui n'est pas venue s'encastrer au centre du cœur du fait du défaut de formation des 2 valves auriculo-ventriculaires en une seule, en tout cas avec un seul anneau. Et donc c'est ici que peuvent se développer les obstacles
sous-aortiques ou même des obstacles aortiques qu'il faudra savoir rechercher. Une image ici, vous voyez le feuillet mural, l'hémivalve antérieure, et donc vous voyez comme la chambre de chasse est encombrée. Elle peut être encombrée sans être le siège d'un obstacle, mais bien sûr qu'il faudra s'en assurer avec la croissance. L'aspect en col de cygne, très net ici, avec, comme je vous l'ai dit, la voie d'admission qui est plus courte que la voie d'éjection et donc qui fait cet aspect particulier du CAV qu'il faut savoir rechercher quand on a un doute sur l'anatomie de la valve AV. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bascule du septum conal est possible dans le CAV et quand elle est basculée en antéro-droite, on va avoir une tétralgie de Fallot associée au CAV, donc en sous-costal ici, la valve AV unique que vous voyez, la voie aortique et puis la voie VDAP avec une sténose éventuellement infundibulaire et valvulaire qui permet éventuellement de protéger les enfants de leur hyperdébit parce qu'ils ont un équivalent de cerclage et qui par contre nécessite une chirurgie plus tardive, plutôt vers 6 et idéalement 8 kilos parce qu'encore une fois, le fait qu'il y ait un geste à associer à la voie pulmonaire avec éventuellement un sacrifice de l'anneau et donc une fuite pulmonaire est plus simple à gérer en post-opératoire, d'autant plus que le geste est plus complexe car il touche la valve AV, le CIA, la CIV et la voie droite. Et puis, les CAV peuvent s'intégrer dans des malformations plus complexes, donc bien sûr les hétérotaxies, d'où la possibilité d'avoir des malpositions vasculaires, des retours veineux pulmonaires anormaux. Mais encore une fois, on n'est plus dans le sujet du CAV pur, mais bien sûr que devant tout CAV, il faudra s'assurer de la normalité de toutes les autres structures et qu'en cas de présence d'un CAV, d'autant plus qu'il y aurait un trouble de conduction et une anomalie des retours veineux pulmonaires, s'acharner à trouver le situs au niveau abdominal, mais également bronchique pour rechercher une hétérotaxie. La valve AV, comme elle doit se regarder donc, en voie sous-costale, hein, on voit ici donc l'image en papillon avec ce feuillet mural, et les hémivalves antérieures et postérieures et le feuillet mural du côté droit. Et donc on va décrire, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ces feuillets et rechercher les équilibres ou déséquilibres des différentes structures. Vous voyez qu'on peut également avoir un aspect dystrophique de la valve de CAV unique qu'on voit ici, qu'on peut trouver entre autres dans les rassopathies comme dans le Noonan. Et donc, il faudra pouvoir évoquer également ce diagnostic devant cette association particulière. Lorsque la voie droite est petite, on peut aussi avoir des surprises. Et vous voyez que cette valve de CAV est en fait une valve de CAV avec Epstein, ou équivalent d'Epstein, avec un accolement de la partie droite de la VAV unique, et donc qui, encore une fois, est accessible difficilement à la chirurgie, d'autant plus que si cette valve AV droite fuit de façon importante, va rendre la chirurgie très compliquée. Donc, on retiendra qu'il faut une prise en charge médicale adaptée avant la chirurgie pour amener les enfants dans des bonnes conditions lorsqu'ils doivent être opérés en période néonatale, que la chirurgie, elle peut être très complexe et qu'il y a un risque de réopération qui est variable. C'est clair qu'un enfant qui a un résultat excellent de cure de CAV en période néonatale peut tout à fait ne jamais être réopéré. Mais par contre, si on a laissé la fente ouverte ou si on a créé une sténose ou bien une fuite du composant droit pour privilégier la réparation du composant gauche, les parents doivent être prévenus du risque de réintervention dans l'avenir. Le pacemaker, bien sûr en parler en préopératoire parce que même si ça reste relativement rare, c'est une des complications qui rend les choses plus compliquées. Et donc, il faudra bien sûr en parler avec les parents avant toute intervention. Alors, je regarde les questions. Alors, la synergis.
Question un peu bête sur l'écho. Le V signifie le sens gauche. Si vous pouviez juste vous indiquer les 4 premières cavités. Le VD, bon, VD, VG, oui, je ne peux pas. Enfin, je n'ai pas bien compris la question. CAV partielle excessive et restrictive en cas de chirurgie pour CIA, on doit la fermer ou respecter en espérant une fermeture totale par la suite. Alors, la CIA ostium primum ne se ferme jamais spontanément, donc il faut toujours fermer les CIA ostium primum. Hein, c'est impossible de les fermer par voie percutanée parce qu'elles sont pas accessibles du fait que le fait que la prothèse serait dans la valve AV. Et donc, dès qu'on opère un CAV, on ferme sa CIA. Ça, c'est sûr. J'ai pas vraiment compris pourquoi le cerclage en cas de CAV déséquilibré. Donc, si vous avez un CAV déséquilibré qui fait que vous n'allez pas pouvoir le réparer à 2 ventricules, c'est donc un programme univentriculaire. Et donc, si vous voulez pouvoir faire la DCPP avec des résistances basses et des artères pulmonaires de beau calibre, il va falloir cercler l'enfant comme dans n'importe quel programme univentriculaire, parce que sinon, vous ne pourrez pas lui faire sa DCPP. Donc, il faut le cercler avant 3 semaines de vie pour éviter toute contre-indication à la suite du programme univentriculaire. Pourquoi on a un petit VG? Parce que parfois les cavités gauches ne se développent pas. En cas de CAV complet équilibré associé à une coartation de l'aorte en période néonatale, il faut passer par une chirurgie en 2 temps, soit une cure de coartation et un cerclage de l'AP, puis une cure complète. Oui, c'est-à-dire que ce que je disais, quand il y a une coartation, on va bien sûr la traiter et que d'emblée, on va associer un cerclage parce que si on opère la coartation et que l'enfant se met à hyperdéviter quelques semaines après et qu'il n'a pas le poids nécessaire, on fait toujours un cerclage associé avant la cure complète si on a besoin de faire la chirurgie de coartation. Dans le CAV avec Epstein, que faut-il faire? L'opérer si le CAV le nécessite et tenter au maximum de rendre la valve AV droite compétente. Et c'est bien sûr un challenge pour le chirurgien. En cas de... C'est un peu compliqué, hein, les questions, il faut... En cas VD restrictive avec CAV, si on décide le projet univentriculaire, on doit fermer une CIA en cas DCPP. Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut écrire des phrases compréhensibles. Là, je suis désolée, je ne peux pas. Quel sera le rythme de surveillance post-opératoire après une cure complète avec un bon résultat? Et est-ce qu'elle sera à vie? Donc la réponse, après une chirurgie, un contrôle hebdomadaire pendant 1 mois qui suit la chirurgie, c'est-à-dire que toutes les semaines, en général 2 à 3 semaines après la sortie de l'enfant, puis on peut faire un contrôle à 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis de façon annuelle. Et dans les très bons résultats, on peut passer à une surveillance annuelle chez l'enfant. Et oui, il y aura une surveillance tout au long de la vie avec un contrôle éventuellement tous les 2 ans à l'âge adulte si le résultat est très bon. Voilà pour ça. Donc, je vais aller chercher l'autre cours. Alors, attendez, pourquoi nouveau partage. Attendez, il faut que je sorte de là. Tac. Donc, on va maintenant voir la valve AV gauche, mais d'une autre façon, en parlant des malformations mitrales. Alors, allons-y pour
la malformation mitrale. Donc, vous voyez cette belle valve qui vous sourit, son feuillet antérieur et son feuillet postérieur, dont on va détailler l'anatomie. Donc, on l'a déjà dit, la valve mitrale, mais cette fois-ci la valve mitrale normale, va se former à partir du mésenchyme des bourrelets endocardiques, de ce fameux CAV primitif qui doit donner naissance à deux valves. Et bien sûr que la cloison intraventriculaire va jouer un rôle, on va le voir. Et donc, chez l'être humain, la valve va se développé à partir de la 5e semaine de vie embryonnaire. Et vous voyez qu'on parle en fait d'un complexe valvulaire mitral parce qu'elle est faite de différentes structures, d'un anneau, de cordage, mais également de piliers. Elle est faite, en tout cas, elle est en lien avec le développement de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, mais également de l'endocarde et de ce fameux mouvement de wedging et d'encastrement de l'aorte au contact de cette valve. On voit ici très bien 2 piliers de VAV gauche, des cordages, et puis ces 2 feuillets antérieurs et postérieurs avec la continuité avec la valve aortique. Donc, elle a une forme un peu particulière qui est symbolisée ici sur ce schéma en 3D. Donc, embryologiquement, les valves antérieures et postérieures et les cordages vont dériver de ces fameux coussins endocardiques dont on a parlé, alors que les piliers vont dériver du myocarde du ventricule gauche, et que l'appareil mitral dans sa globalité est constitué de 4 éléments principaux. Donc les feuillets, qu'on peut appeler également le voile, mais voilà, on appelle plus souvent le feuillet mitral donc antérieur et le feuillet mitral postérieur, l'anneau mitral, qui va également devoir être mesuré pour discuter de la prise en charge, les cordages tendineux, donc on appelle souvent les cordages, donc qui naissent à partir des portions apicales des muscles papillaires, donc ce qu'on appelle les piliers, qui vont ensuite se créer une ramification et s'insérer sur le versant ventriculaire des valves. On verra qu'il peut y avoir des défauts à ce niveau-là. Et puis les piliers, ou ce qu'on appelle également les muscles papillaires, donc 2 piliers, un pilier postérieur. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la valve antérieure, elle va contribuer à la formation de la voie d'éjection gauche. Sa formation joue un rôle dans cette structure. C'est pour ça que dans CAV, cette voie d'éjection est également anormale. Et on voit ici sur ce schéma donc symboliser les feuillets, les cordages et les piliers. Et donc on parlera tout à l'heure de cette fameuse parachute mitrale, une des malformations où on n'en retrouvera pas cette structure relativement symétrique. Donc, des schémas issus de Lucille Houyel, donc les fameux coussins de la voie d'éjection et les coussins du canal atrioventriculaire primitif avec le myocarde ventriculaire, ce fameux mésenchyme qui va donc se développer pour former les coussins, et puis secondairement subir une transformation qu'on appelle épithélio-mésenchymateuse, que vous voyez ici sur ce schéma avec les piliers qui vont venir du myocarde, cette ramification des cordages qui va être en contact avec le feuillet ventriculaire de la valve qui s'est affiné et délaminé du ventricule pour former la valve mitrale en elle-même. Et donc, on l'a dit à plusieurs reprises, vous voyez ici la valve mitrale sur des coupes d'embryons humains et la valve aortique qui vient s'encastrer de la formation de la voie efférente. Autant la valve pulmonaire va rester à distance de la valve tricuspide, mais la valve aortique va venir s'encastrer dans le cadre du mouvement de courbure interne. Et donc, c'est cette continuité qui va définir le cœur normal. On voit encore une fois ce fameux muscle de Moulert, pour ceux qui ont assisté au cours de Lucille Houyel, qui est donc normalement une disparition des dérivés de la courbure interne, et donc cette zone musculaire qui peut être très importante et éventuellement faire obstacle, normalement va disparaître du fait de l'encastrement de la valve au contact direct de la valve mitrale. Pour ce qui est de la formation des piliers mitraux,
Donc, on voit ici les bourgeons et ici le myocarde. Et donc, ces piliers vont petit à petit naître, on le voit très bien sur ce schéma, pour faire une espèce de protrusion de muscles avec cette ramification qui est les cordages qu'on voit ici très, très bien sur cette photo. Et donc, c'est initialement, vous voyez, des structures assez primitives, assez simples qui vont devenir des vrais piliers ou donc les muscles papillaires. Donc la valve mitrale, qu'on peut appeler la valve systémique, hein, parce qu'il y a parfois qu'une seule valve. Globalement, les anomalies à son niveau sont assez rares, mais très variées. On peut avoir des lésions dysplasiques isolées, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des valves qui sont faites normalement, mais avec un tissu anormal, ou dans le cas de cardiopathie plus compliquée, le CAV, on l'a vu, quelles qu'en soient ses formes, mais également, on en parlera le fameux complexe de Shawn, c'est une cardiopathie obstructive étagée du cœur gauche, où la valve mitrale peut être anormale, mais elle n'est pas la seule à être anormale, les hétérotaxies, et puis les associations des malformations qui n'intéressent pas spécialement la valve mitrale, comme les cardiopathies conotrocales ou la transposition des gros vaisseaux. Il faudra savoir rechercher une fente de la voie d'éjection dans ces malformations, qui ne sera pas une fente dirigée perpendiculaire au septum interventriculaire comme dans le CAV, mais plutôt dirigée vers la voie d'éjection et qu'il faudra décrire pour éventuellement opérer en même temps que le reste du cœur. Donc les formes anatomiques congénitales, elles sont plus ou moins associées, et les grands types, on va en parler, je vais vous montrer des images et des dessins de ces différentes formes, ce qu'on appelle la fente, hein, donc qui prend le même nom que la fente de CAV, mais qui n'est pas du tout le même mécanisme sur le plan embryologique, le fameux parachute mitral avec un seul pilier principal au lieu des deux qu'on vient de voir individualiser à la part du myocarde, ce qu'on appelle le hamac, mais également le syndrome fusion pilier-commissure, qui est une maladie très rare, mais qu'il faut savoir connaître et qui nécessite en général une chirurgie très précoce. Vous voyez qu'il va y avoir une fusion entre ces piliers et les commissures de la valve par défaut en fait de formation des cordages, et c'est une malformation qui entraîne une fuite en période néonatale souvent assez urgente à traiter. Et puis des petites particularités que je vous montrerai également, comme le double orifice mitral. Donc si on re-regarde cette valve mitrale normale, donc le feuillet antérieur, le feuillet postérieur, décrit classiquement en trois sous-entités, A1, A2, A3 et P1, P2, P3. Et donc vous voyez ici par contre, cette fois-ci les piliers, donc normalement deux piliers dans une valve normale, un pilier postéromédial et un pilier antérolatéral. Et ce fameux sourire mitral qu'on va rechercher et dont on cherchera bien sûr le siège des fuites en fonction du mécanisme. Si on se situe sur une coupe longitudinale, cette fois-ci les piliers, je vous les ai déjà montrés, les fameux cordages qu'on voit très bien, et puis ces feuillets d'une grande finesse. Et ici on voit le feuillet antérieur. On voit ici également très bien les fameux cordages. Donc on devine que c'est bien la continuité entre ce muscle papillaire qui crée le pilier, puis la ramification au contact du feuillet ventriculaire, du côté ventriculaire pardon, des valves. Donc, quand on regarde une classification anatomique, on peut en fait s'aider des différents niveaux de la valve pour les retrouver. Donc, ce qu'on appelle les anomalies des valves, donc des feuillets antérieurs et postérieurs, le fameux prolapsus mitral. On va le voir avec le passage de plus de 2 mm de l'anneau, la fente isolée, le double orifice mitral, je vous en ai parlé, mais également l'anneau mitral, qui est une anomalie qui n'est pas facile à voir en échographie et qui peut être source d'une sténose et dont le chirurgien parfois peut avoir des difficultés à enlever pour traiter la sténose. Les anomalies des cordages, et donc ce qu'on appelle l'arcade, le hamac et l'entonnoir. Et donc ces anomalies de cordage vont donner une rigidité, hein, et plutôt des maladies qui vont donner des sténoses mitrales. Les anomalies des piliers, le fameux parachute mitral, donc un seul pilier ou un pilier principal qui va limiter l'ouverture de la valve, et puis le syndrome de fusion pilier-commissure dont je vous ai parlé. Et donc si on met ces trois groupes
un peu à part, eh bien, on peut parler de ce qu'on appelle du syndrome de Shawn, donc une association de lésions obstructives des voies d'entrée et de sortie du ventricule gauche, où vous allez voir, on peut avoir un parachute mitral, mais on peut également y associer un anneau supravalvulaire mitral, une sténose sous-aortique et une coartation. Et donc, dans sa forme complexe, c'est une cardiopathie assez importante qui nécessite de multiples opérations. On verra aujourd'hui qu'on parle parfois de syndrome de Shawn-like parce qu'on ne retrouve pas toutes les entités décrites initialement par Shawn. Quelle en est la fréquence? Vous voyez qu'on est à 0,5% des cardiopathies congénitales, donc c'est quand même des choses extrêmement rares. Ici, quelques fréquences vous voyez, de la fente mitrale, donc toutes des malformations qu'on ne peut ne pas croiser quand on ne fait pas de la cardiologie pédiatrique de façon intensive et permanente. Donc, on a parlé du congénital, mais la lésion de la valve AV gauche peuvent être également acquises. C'est devenu rare dans certains pays, mais le rhumatisme articulaire aigu est encore un fléau dans de nombreux pays. Et je vous montrerai des images d'un enfant de Tahiti qu'on va recevoir, parce qu'il y a encore des vrais défauts de prise en charge des angines bactériennes, et donc avec des lésions acquises des valves aortiques et mitrales. L'endocardite, qui va survenir le plus souvent sur cœur mal formé et opéré, mais qui peut arriver sur cœur sain. Et donc, il faudra bien sûr, dans un contexte de fièvre prolongée avec altération de l'état général chez les enfants, avec des symptômes à type de souffle essentiellement, doivent avoir une échographie pour rechercher une endocardite qui peut toucher la valve mitrale. Les atteintes ischémiques, comme on voit dans l'ALCAPA, donc l'anomalie d'abouchement de la coronaire gauche dans la paix, qui entraîne une ischémie postnatale qui se révèle le plus souvent vers l'âge de 3 mois par une insuffisance cardiaque aiguë avec cardiomyopathie dilatée ischémique, donc un aspect typique de ventricule gauche très dilaté, d'ischémie des piliers mitraux, de fuite et d'une dilatation de la coronaire droite qui vascularise à rétro au maximum le ventricule, mais qui ne permet pas, en l'absence de chirurgie, de maintenir une vie possible. La rupture de pilier dans la maladie de Kawasaki, qui est devenue quand même exceptionnelle vu la prise en charge active des maladies de Kawasaki avec un risque d'infarctus qui est limité. Et puis les maladies de système, la mucopolysaccharidose, même si chez l'enfant, avec aujourd'hui les développements des enzymothérapies, on change un peu la qualité de vie de ces enfants. Les enzymothérapies ne vont pas agir sur les valves et donc il peut y avoir des atteintes qui nécessitent des chirurgies, donc, qui sont parfois faites chez des adolescents, avec par contre des valves qui sont très difficilement réparables et qui imposent en général, quand elles sont sténosantes, de façon importante, des remplacements valvulaires mécaniques. Les maladies de tissu élastique, avec bien sûr la maladie de Marfan et le prolapsus de la valve mitrale, mais également de la valve tricuspide. Je vous montrerai des images avec, encore une fois, des opérations qui peuvent survenir chez les enfants dans les formes de Marfan néonatal ou de l'adolescent, avec des valves qui peuvent être accessibles à des plasties, en général avec des résultats tout à fait corrects. Dans les cardiomyopathies dilatées, les dilatations de l'anneau vont pouvoir être source de fuite mitrale, mais il peut y avoir des vraies fuites mitrales associées d'emblée aux cardiomyopathies dilatées. Et puis, bien sûr, des lésions acquises sur d'anciennes chirurgies, comme on l'a dit tout à l'heure, des cures de CAV pour lesquelles il n'a pas pu y avoir de réparation de bonne qualité. Dans le rhumatisme articulaire aigu, c'est la restriction des mouvements valvulaires qui est le principal mécanisme, avec essentiellement chez l'enfant de la fuite, mais on peut avoir des valves sténosantes. Il y a des programmes de dilatation percutanée chez l'adulte pour essayer de temporiser dans les formes sténosantes. Par contre, dans les formes fuyantes, lorsqu'on a mis en place le traitement adapté du rhumatisme articulaire aigu et qu'on est sûr de la compliance de l'enfant et qu'il garde une fuite importante avec une dilatation des cavités gauches et potentiellement de l'HTAP, il y aura une indication opératoire. En tout cas, elle ne doit pas du tout être faite en urgence parce que le traitement par corticothérapie et antibiotiques peut transformer
le pronostic à au moins court ou moyen terme. Donc, il faut savoir attendre avant d'envoyer un enfant pour une chirurgie. Et donc, c'est souvent le feuillet mitral postérieur qui est figé. Et je vous montrerai une image tout à l'heure. Donc, on en a parlé un petit peu. Hein. Vous avez entendu que cette valve, elle peut être fuyante ou sténosante, ou bien les deux, ce qu'on appelle la maladie mitrale. Donc, il y a différentes classifications qu'on va regarder un petit peu en détail pour essayer de se familiariser avec ça. Donc, la classification de Carpentier, pardon, qui décrit les mouvements valvulaires, pardon, donc quand ils sont normaux, quand il y a un prolapsus ou quand ils sont plutôt restrictifs. Et donc, quand on va avoir une dilatation de l'anneau, vous voyez qu'on va être plutôt dans un mécanisme fuyant, dans les fentes également, et quand il manque une partie d'une valve, une agénésie valvulaire partielle ou complète, également plutôt des fuites. Encore une fois, pour les prolapsus, donc allègement des cordages et ou des piliers, à nouveau un mécanisme plutôt fuyant. Et dans les mouvements valvulaires restrictifs, on va avoir les patients avec des piliers normaux et des piliers anormaux. Donc les piliers normaux, on va avoir ce fameux syndrome fusion pilier-commissure, c'est-à-dire que le pilier normal, la commissure également, mais il n'y a pas de cordage, ce qui entraîne plutôt une fuite, mais qui peut entraîner également un peu de sténose. Les fameux anneaux valvulaires ou les membranes supraannulaires, hein, donc qui sont collés en fait au feuillet et qui vont les rendre cette fois-ci plutôt sténosants. Le fait d'avoir un excès de tissu peut également rendre les choses sténosantes. Pour ce qui est des piliers anormaux, donc une hypoplasie de piliers va potentiellement déstabiliser la valve et la rendre fuyante. Et puis les valves en parachute et en hamac, donc là, plutôt de la sténose, mais également potentiellement de la fuite. Et donc, vous voyez qu'on va devoir décrire, en plus d'une anatomie qui n'est pas toujours très facile à détailler en échographie, le caractère fuyant ou sténosant pour qu'encore une fois, le chirurgien sache sur quel versant il va devoir agir. Donc, quelques schémas avec à nouveau ces différents types. Donc, quand les mouvements des feuillets valvulaires sont normaux, mais qu'il y a une fuite, on est plutôt dans dilatation ou déformation ou fente ou défaut de tissu. Lorsque les mouvements sont anormaux par une fuite parce qu'il y a une élongation des cordages des piliers ou agénésie. Lorsque les piliers sont normaux avec du rétrécissement et de la fuite mitrale, on le voit sur ces schémas, je vous ai renoté les différents types possibles. Et puis des piliers anormaux avec, encore une fois, une maladie mitrale. On va le voir mieux sur des pièces anatomiques et quelques échographies, donc des anomalies de cordage. Donc la sténose mitrale, sur le plan clinique, elle va être responsable d'un gradient télédiastolique entre l'OG et le VG, donc une HTAP post-capillaire. Ça va bien sûr entraîner une stase veineuse, hein, qui va donc entraîner de l'œdème pulmonaire et des troubles de ventilation-perfusion avec de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, chez le petit, une polypnée, des difficultés alimentaires, une mauvaise croissance et potentiellement des infections respiratoires récidivantes qui vont bien sûr rendre la prise en charge plus complexe. Et à l'auscultation, on va retrouver ce fameux roulement diastolique au foyer mitral associé au signe d'insuffisance cardiaque classique. Par contre, la fuite, elle, va être responsable d'une surcharge volumique de l'oreillette et du ventricule gauche en systole avec une HTAP postcapillaire et cette fois-ci, bien sûr, un sous-systolique au foyer mitral. Donc, les indications pédiatriques, elles sont différentes de l'adulte et elles ne sont pas très standardisées, en fait, parce qu'il n'y a pas de seuil de pression pulmonaire ou de gradient transmitral pour lequel on va décider d'une intervention. Ça va bien sûr dépendre de beaucoup de choses, de l'âge de l'enfant, du poids de l'enfant, de la description anatomique et de la faisabilité d'une plastie ou la nécessité d'une mise en place de prothèses mécaniques d'emblée. Et donc, sur le plan échographique, l'analyse du flux mitral, que ce soit sur l'ON2, le PHT, va être différente parce que potentiellement on va avoir une CIA, que la diastole est plus courte que l'enfant, qu'on peut avoir une fusion de E sur A et que la PISA, en fait, n'est pas applicable chez l'enfant. En tout cas, si elle est faite, c'est l'enfant lui-même qui est sa référence et qui va permettre de voir si cette surface de régurgitation évolue avec le temps. Donc, encore une fois, pas
toujours facile de donner des indications claires, mais plutôt un caractère évolutif, avec une fuite mitrale si elle se majore de plus en plus, avec une dilatation des cavités gauches, avec des Z-scores élevés à 3, 4 ou voire plus, et l'absence d'amélioration potentiellement des symptômes s'il y en a à l'effort, fait qu'on va potentiellement s'orienter vers une chirurgie. Pour ce qui est de la sténose mitrale, là c'est un peu plus facile de décider, surtout s'il y a une HTAP postcapillaire sévère avec une gêne respiratoire qui va nous pousser, parce que l'enfant est limité sur le plan fonctionnel, à une chirurgie. Donc on dit que, bien sûr, la présence de symptômes avec gêne à l'effort sera une des discussions, enfin, un des éléments dans la discussion, et le niveau de pression pulmonaire. On sait que c'est des HTAP qui vont être résolutives après la chirurgie si le résultat est bon. Cependant, il ne faudra pas laisser des niveaux d'HTAP trop importants avec un risque de dysfonction du VD et de suite post-opératoire compliquée. On l'a dit, la taille de l'enfant va bien sûr compter, et la taille de son anneau mitral. Pour pouvoir mettre une prothèse mitrale mécanique, il faut avoir une taille de 16 ou au moins 18. Donc souvent, lorsque les enfants sont opérés petits, ils n'ont pas cette taille-là. Donc on va mettre la valve en supra-annulaire. Je vous montrerai un peu les résultats de ces chirurgies. Et que bien sûr, si on peut attendre d'opérer un enfant pour qu'il ait débuté sa puberté, voire entamé, voire fini sa puberté, on sera bien sûr bien plus à l'aise de faire une chirurgie chez un adolescent, d'autant plus qu'on devrait potentiellement mettre une valve mécanique pour s'assurer d'avoir une taille adulte. Et bien sûr, la complexité des anomalies anatomiques va également jouer, et qu'une anomalie mitrale isolée n'a pas du tout le même risque opératoire qu'une anomalie mitrale associée à éventuellement une malposition, une CIV ou d'autres anomalies à corriger. L'hémodynamique, on en a parlé, donc plutôt le Z-score des cavités gauches, et puis les lésions bien sûr à traiter pour améliorer une fuite sur une valve mitrale qui aurait une coartation modérée associée, doit nécessiter une prise en charge chirurgicale complète pour s'assurer d'une meilleure hémodynamique post-opératoire. Le remplacement valvulaire mitral pédiatrique, globalement, on le verra, il y a une mortalité, même si elle n'est pas aussi élevée qu'on le pense, et un risque de réintervention. Si vous mettez une prothèse à un enfant de 3 mois, c'est sûr qu'il aura une réintervention au cours de sa vie, mais vous verrez qu'elle peut être assez décalée et qu'un enfant peut vivre parfois jusqu'à la préadolescence avec une valve mise en position supra-annulaire en période néonatale, et elle impose bien sûr une anticoagulation au long cours par de la coumadine qui nécessite un programme d'éducation thérapeutique et une surveillance accrue pour éviter toutes les complications. Les plasties mitrales, si on peut les différer, c'est sûr qu'il faudra savoir le faire en espérant que l'anneau grandisse et qu'on puisse éventuellement temporiser, mais on peut bien sûr faire des chirurgies, des plasties palliatives en attendant de pouvoir mettre des valves mécaniques plus grosses. Et puis, on l'a dit et on le redit, les symptômes, la complexité, l'âge et la taille de l'anneau vont bien sûr pondérer ces discussions de staff chirurgical. Classification, ça c'est une autre classification, mais qui reprend un peu la même chose. Donc on va passer, vous voyez que c'est un peu tout le temps le même principe de description. Et puis le syndrome de Chaum, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc la valve mitrale, quand il est complet, la valve mitrale est en parachute. Donc la valve mitrale parachute, c'est un seul pilier que vous voyez ici, qui donne l'aspect d'un parachute à la valve mitrale. L'anneau mitral supravalvulaire, c'est-à-dire que va être collé au feuillet valvulaire une espèce d'anneau. Encore une fois, je vais vous montrer des images après. Un obstacle sous-aortique par une membrane ou une voie d'éjection petite, et puis une coartation de l'aorte. Et donc, on voit ici les différents étages, l'anneau, l'obstacle sous-aortique et la coartation. Et donc, aujourd'hui, on parle de complexe de Shaun-like ou partiel, et en fonction de ce qu'on décrit, on va donner les différentes anomalies des différentes structures de cardiopathie obstructive gauche.
Donc, en échographie, mais peut-être qu'on le voyait un peu mieux sur ce dessin avant. Donc, le tissu accessoire mitral, la membrane sous-aortique, et donc, encore une fois, des lésions complexes qu'il faudra savoir traiter au bon moment et pas forcément de façon complète d'emblée si les choses peuvent attendre la croissance de l'enfant. Ça, c'est juste une classification qui reprend les classifications, mais avec les dénominations anglaises pour la littérature. Pour ce qui est de l'évaluation préopératoire, donc on va faire l'échographie transthoracique. Chez les grands, éventuellement de l'ETO, mais l'ETO est souvent en fait réservé à la pratique au bloc opératoire, parce que globalement chez l'enfant, en dehors de quelques programmes d'hypnose, il faut faire une anesthésie générale pour faire une ETO. Donc elle est encore pas couramment faite en préopératoire de consultation. Et donc l'écho 3D à sa place dans certaines équipes parce que les chirurgiens sont habitués à voir ces images. Ce n'est pas encore le cas dans notre équipe. Globalement, les échos classiques sont souvent quand même suffisantes pour le chirurgien. Et donc, on va multiplier les incidences pour rechercher les différents obstacles et regarder la valve mitrale, on va dire, sous toutes les coutures et rechercher toutes ces anomalies, ou en tout cas décrire toutes les cavités gauches pour s'assurer de ne pas omettre une coartation associée, bien sûr. Mais donc, le chirurgien va demander qu'on lui montre qu'il y ait ou pas un anneau, comment sont faits les piliers, comment sont les cordages, la voie de sortie et bien sûr la taille du ventricule gauche. Aujourd'hui, il y a parfois une place pour l'IRM si entre autres on veut évaluer la dilatation du cavité gauche avec des volumes, on va dire, parfois plus fins qu'en échographie. Et c'est parfois un des examens aussi qui guide dans la cinétique de la dilatation des cavités gauches, qu'on a bien sûr sur des échographies séquentielles lorsqu'on voit les patients de façon annuelle. Mais encore une fois, l'IRM peut parfois permettre de trancher si on est encore hésitant pour aller opérer un enfant. On fait parfois de l'échographie d'effort chez l'adolescent, mais globalement, c'est quand même pas une pratique de tous les jours, mais c'est clair que chez des adolescents pour lesquels l'échographie ne nous pousserait pas forcément à intervenir, mais que le patient se décrirait symptomatique avec une épreuve d'effort qui peut être acceptable, eh bien l'échographie d'effort va potentiellement nous pousser à opérer si on constate que les pressions pulmonaires sont effectivement très élevées ou beaucoup plus élevées à l'effort. Et donc, il faut savoir poser cette indication. Comme je vous l'ai dit, l'évaluation péropératoire, elle va bien sûr être indispensable. Le chirurgien va faire sa chirurgie, mais va être aidé par le cardiologue qui sera présent en salle pour évaluer le résultat avant que la chirurgie ne soit arrêtée. Et donc, bien sûr, une pratique permanente de cette chirurgie sous ETO. Et puis maintenant, on va regarder quelques images. Donc, la fameuse fente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on voit les piliers. Vous voyez ici que cette valve, alors qu'elle n'est pas une valve de CAV, c'est comme si elle avait pris un coup de cutter à l'intérieur. Donc, il y a une fente au niveau du feuillet qu'on voit ici sur des échos 3 dimensions. Et on le voit, ces fentes dans des cardiopathies, soit des cœurs, on va dire, normaux, soit des cardiopathies associées. Et dans ce cas-là, le type de la fente va être différent. Vous voyez ici un ventricule droit à double issue, avec ici les piliers mitraux, et puis cette fameuse fente, qui pour le coup, cette fois-ci, un vrai nom. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans un CAV, parce que le feuillet n'est pas positionné de la même façon, et alors que dans un CAV, la fente est perpendiculaire au septum, eh bien, cette fois-ci, la fente est dirigée vers la voie d'éjection. Alors qu'ici, on a une CIV d'admission que vous reconnaissez avec ces deux piliers de la VAV gauche et une fente de type CAV. Donc, il faudra savoir décrire le type et on le voit un peu mieux ici en termes de
d'orientation. Comme je vous l'ai dit, la fente classique qu'on a vue tout à l'heure dans le CAV, elle est perpendiculaire au septum, alors que la fente de cardiopathie en général conotroncale ou plus complexe est dirigée vers la voie d'éjection. Et donc voilà une fente non CAV. Hein. S'il y avait un CAV, la fente serait dirigée, donc, serait perpendiculaire au septum, alors qu'ici, elle est dirigée vers la voie d'éjection. Donc ça, c'est une fente simple qui sera accessible à une chirurgie de suture des deux émis feuillets qui ont été, donc, comme on vous le dit, comme coupés d'un coup de couteau ou de cutter. Le double orifice mitral, je vous en ai parlé tout à l'heure, on le voit ici très bien en échographie. Et donc sur un schéma, cela donne quoi? Une valve tricuspide normale avec ses 3 feuillets, et alors qu'on devrait avoir qu'un seul orifice, ici on en a 2, on le voit ici sur ces pièces anatomiques. Donc 2 orifices, donc le double orifice mitral qui peut être totalement asymptomatique, non fuyant, non sténosant, et pour lequel on ne fera rien. Par contre, quand il est fuyant, il peut être opéré, en sachant que c'est des chirurgies assez complexes parce que c'est des valves difficiles à opérer et surtout pour ne pas créer de sténose. Voilà en image mobile, hein, ce double orifice mitral. Donc au lieu d'avoir un seul orifice et ce sourire mitral classique, on a bien 2 orifices séparés au sein d'une valve mitrale. Le prolapsus, donc la définition des valves qui passent le plan de l'anneau durant la systole avec dit plus de 2 mm sur une coupe en long axe. Il faudra bien sûr rechercher des maladies du tissu conjonctif, bien sûr la maladie de Marfan, mais aussi la maladie des lèvres dans l'os, donc qui est rarement parlante chez l'enfant, mais on peut voir des enfants dans le cas de bilans familiaux chez dont les parents sont porteurs de cette anomalie, les ostéogenèses imparfaites, le cutis laxa ou d'autres maladies très rares. Et donc, cette fois-ci, c'est, on a dit, une élongation de l'appareil sous-valvulaire mitral qui va être source de fuite importante. J'ai une image, une échographie normalement qui devrait venir. Oui, c'est après. Ensuite, l'anneau supravalvulaire. Donc, vous voyez ici le feuillet de la valve et il y a une vraie membrane accolée. Ici, on le voit en échographie dans la valve. Et donc, cet anneau que vous voyez ici va en fait restreindre la valve mitrale et la rendre sténosante et potentiellement fuyante. Et donc, la difficulté de la chirurgie, ça va être d'enlever cette membrane sans bien sûr abîmer la valve qui, elle, est saine. Et donc, c'est une chirurgie assez délicate à l'enlever de façon efficace. Le fameux parachute, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, normalement, on le voit ici, pardon, sur la formation normale, vous vous rappelez ces 2 piliers qui vont s'individualiser et puis donner des cordages par ramification, et donc ils sont antérieurs et postérieurs et normalement symétriques. Eh bien, quand il y a un défaut d'individualisation de ces piliers, comme on le voit ici, au lieu d'en avoir 2, clairement défini. On va avoir un seul pilier principal avec des cordages, et donc c'est ce qu'on appelle le parachute en similitude avec un parachute, mais on peut également avoir ce qu'on appelle des parachutes-like, c'est-à-dire les 2 piliers asymétriques, où en échographie, vous voyez ici sur une image fixe, on a un pilier principal, en fait un autre petit pilier, donc ce qu'on appelle un parachute-like, et donc c'est bien sûr cette valve qui va être très restreinte dans son fonctionnement. On voit ici quand ils sont asymétriques. Et donc c'est une chirurgie qui n'est pas simple, mais qui aujourd'hui peut donner des bons résultats, au moins à moyen terme, où en fait le chirurgien va essayer de fendre ce pilier unique pour essayer de reconstituer 2 piliers qui sont certes plus rapprochés que ceux normaux, mais alors qu'avant on pensait que c'était une chirurgie qui n'était pas possible et parfois les enfants avaient des remplacements valvulaires mitraux d'emblée, on peut réussir à fendre le pilier et à faire une valve moins sténosante et le moins fuyante possible.
Je vous ai parlé à plusieurs reprises du hamac et de l'arcade. Donc, on le voit sur des pièces anatomiques de Lucie Louyel, encore une fois. Vous voyez ici les piliers. Et donc, en fait, les cordages ne se sont pas séparés. C'est pour ça qu'on prend l'image du hamac. C'est-à-dire que comme ils ne sont pas séparés les uns des autres, ça fait une espèce de tissu tendu entre les piliers et la valve, et qui là aussi, encore une fois, vont rendre la mobilité anormale. Et puis l'arcade, cette fois-ci, eh bien, c'est en fait aucune individualisation de cordage, alors qu'on le voit un petit peu dans le hamac. Et donc là, c'est vraiment une structure, vous voyez, très épaisse entre le pilier et la valve, et donc qui est en similitude avec cette architecture des arcades. On le voit ici, hein, vous voyez ces valves très anormales, et globalement, cette fois-ci, alors que le pilier est parfois accessible, comme on l'a dit dans le parachute, globalement, le chirurgien a énormément de mal à traiter ce genre de lésion. Et puis l'entonnoir, qui est la forme extrême, hein, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de feuillet individualisé, et donc une valve très, très anormale, très primitive. On voit que ce sont des tissus qui sont restés à un stade de développement anormal, et donc il n'y a pas d'affinement, il n'y a pas de cordage, il n'y a pas de délamination de la valve et de jonction avec les différentes structures. Donc là, encore une fois, des valves qui sont très difficilement accessibles à une chirurgie, même palliative, avec un bon résultat. Et ça, on peut bien sûr combiner toutes les lésions possibles, et encore une fois, rendre la chirurgie quasiment impossible, en tout cas qui nécessite souvent un remplacement valvulaire d'emblée si les symptômes sont présents. Le straddling mitral, juste un dessin, la définition du straddling, c'est que alors que la valve mitrale normalement a deux piliers dans le ventricule gauche, le straddling par définition, c'est qu'il y a un des piliers qui est situé dans le ventricule contralatéral, et donc la CIV est obligatoire. Autant les straddlings tricuspides sont sont associés à des CIV de l'inlet, les straddlings limitrophes sont associés plutôt à des CIV de l'outlet, et c'est une des malformations qui va rendre difficile les réparations des cardiopathies, et parfois faire que le programme univentriculaire devra être choisi. Le fameux syndrome fusion pilier-commissure, on le voit ici sur cette image. Donc, vous voyez une très grosse oreillette gauche, un ventricule gauche dilaté chez un enfant de 6 semaines qui vient pour une bronchiolite. Et sur cette cavité, vous voyez en fait les valves, et vous devinez les piliers, mais vous ne voyez pas de zone justement de transition, parce qu'il n'y a pas de cordage, et que ces malformations sont, comme je vous l'ai dit, source de fuite importante en période néonatale. Qu'en est-il de l'évaluation post-opératoire? Donc, comme vous l'a dit le Théo-blog, pour dire au chirurgien, est-ce qu'il reste des lésions résiduelles importantes? Est-ce qu'il faut continuer la chirurgie? Est-ce qu'il faut changer de stratégie si le résultat est mauvais? Ou est-ce qu'on va s'arrêter là en acceptant un résultat? Un petit quiz échographique. Donc, normalement, vous devriez pouvoir me parler. Donc, on va dire que c'est un enfant qui a été opéré. Qui a été opéré. Et ce que vous voyez sur cette image, c'est que la fonction ventriculaire gauche est récupérée, mais votre œil est attiré par un aspect hyperéchogène des piliers qu'on voit ici. Et donc, c'est un enfant qui garde une fuite mitrale qu'on appelle ischémique, parce qu'il a été opéré d'une Alcapa. Donc, après avoir eu une cardiomyopathie dilatée sévère par ischémie, on a pu contrôler la cardiomyopathie en récupérant une perfusion coronaire normale. Par contre, l'ischémie des piliers a entraîné un prolapsus de la valve mitrale, qui va être surveillé, et pour lequel une chirurgie ne sera prévue que si la dilatation des cavités gauches le nécessite. En tout cas, ce sont des images typiques d'ischémie des piliers qui fait qu'on peut retrouver chez l'enfant le diagnostic d'Alcapa, parce que contrairement à chez l'adulte, l'infarctus est quand même une maladie extrêmement rare.
Ça, c'est l'aspect de la valve mitrale d'un jeune Tahitien de 12 ans qui a traité activement pour un rhumatisme articulaire aigu. Vous voyez des valves assez remaniées et une fuite massive. On le voit ici très bien, en fait, cette fameuse restriction de la petite valve. Vous voyez qui est complètement restreinte avec le défaut complet de coaptation, avec une fuite mitrale très importante, une dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche avec un Z-score à 4. Et donc, on a décidé de le faire venir de Tahiti pour lui faire une plastie mitrale, étant donné que le traitement médical est bien conduit et qu'il est globalement gêné, avec une HTAP qui reste tout à fait contrôlée, mais une fuite qui maintenant va s'entretenir par dilatation de l'anneau, en plus du mécanisme du rhumatisme articulaire aigu. Ça, c'est des boucles toutes courtes, je suis désolée, mais ce qui doit vous frapper, c'est que vous voyez que la valve n'est quasiment pas mobile. Et donc, on pourrait voir ça dans une mucopolysaccharidose, mais c'était une maladie rarissime qu'on appelle une interféronopathie. C'est une maladie de l'interféron qui fait que ces patients ont en fait des sténoses aortiques et mitrales très importantes par restriction complète de la valve. Et donc, cet enfant a eu un double remplacement valvulaire mitral et aortique d'emblée à l'âge de 10 ans parce qu'il n'y avait aucune chirurgie possible. Et donc, encore une fois, des maladies rares, mais il faut savoir adresser pour des traitements extrêmement lourds, mais aujourd'hui, elle a une vie normale au prix d'une anticoagulation puissante avec un INR à 3,5. Une autre image typique, donc cette fois-ci de maladie de Marfan. Vous voyez l'atteinte de la valve tricuspide et de la valve mitrale avec ce tissu très redondant. On le voit en sous-costal, hein, une valve très reconnaissable avec une fuite qui se fait en fait sur tout l'affrontement des deux hémivalves. Cet enfant a également, vous le voyez, une dilatation des valves salva importante sans fuite. On retrouve l'image de prolapsus de la valve mitrale, en tout cas d'aspect anormal des feuillets. Elle aussi, elle a des cavités gauches dilatées, mais pour l'instant, elle est simplement surveillée parce que la croissance de la dilatation de la ventricule gauche garde une ligne relativement linéaire, mais le problème c'est que cet enfant a donc une dilatation importante et que au moment où on va aller faire la plastie mitrale, on va probablement lui changer son aorte par une intervention de Tyrone David qui peut potentiellement déstabiliser la valve aortique qui aujourd'hui est parfaitement compétente, tricuspide, sans aucune fuite, et que si c'est le cas et qu'on doit transformer la chirurgie par un Bennettal, alors on préfère le faire le plus tard possible. Donc, vous voyez cet enfant qui a une vie normale, des épreuves d'effort tout à fait correctes, qui fait du sport et qui se rend à l'école et qui n'est pas opéré malgré une fuite mitrale importante parce que son évolution est contrôlée et que la chirurgie peut être extrêmement complexe. Donc, encore une fois, la notion de lésion associée va peser beaucoup et c'est pour ça qu'il n'y a pas, comme chez l'adulte, des cut-offs d'HTAP ou de Z-score pour dire qu'il faut opérer un enfant d'une fuite mitrale. Ça, c'est une valve plus dysplasique, également redondante d'un autre enfant. Ça, c'est l'enfant dont je vous ai montré l'échographie 2D tout à l'heure. Hein. Donc, vous voyez, on voit que cette valve est complètement restreinte dans sa mobilité du fait de défaut de cordage. Et donc une fuite importante, hein, avec, vous voyez, une dilatation de l'oreillette gauche et un enfant qui était très symptomatique, qui avait une bronchiolite et qui a été opéré un mois après pour des décompensations itératives et qui, à l'époque, n'a pas pu avoir de plastie, alors qu'aujourd'hui, on peut proposer des plasties à ces enfants et qui a eu un remplacement valvulaire mitral à l'âge de 2 mois. Et il vient d'être changé 12 ans après. Sa valve vient d'être changée 12 ans après. Donc, encore une fois, en l'absence de complications liées aux AVK, on peut espérer quand même que ces enfants aient une vie tout à fait normale. Et puis, je vous l'ai dit, quand vous voyez une transposition des gros vaisseaux, avec ici l'aspect typique des deux vaisseaux parallèles, il faut regarder la valve mitrale parce que elle est fendue. Vous voyez ici les deux piliers, enfin on devine les deux piliers, et donc cette fente hein, qui est vraiment dirigée vers la voie d'éjection,
et non pas perpendiculaire au septum comme on le verrait dans un CAV. Je bois un petit coup. Pardon. Encore une fois, cette fente qui est dirigée vers la voie d'éjection qui peut potentiellement nécessiter une opération. On va finir avec une série qui a été reprise par Anne Moreau pour sa thèse de médecine. Pardon, qui a repris donc une centaine de valves mitrales mécaniques sur une période de 17 ans. Donc 94 enfants qui ont eu 108 valves mitrales mécaniques, parce que certains en ont eu 2, avec vous voyez le premier enfant qui avait l'âge d'1 mois et le plus vieux qui avait 17 ans. Un poids médian de 15 kilos, et avec 25% des enfants qui avaient eu besoin d'une valve mécanique avant l'âge d'1 an, et 16% qui ont eu besoin de plus d'un remplacement valvulaire. Le follow-up médian, c'était à peu près 6 ans. Et vous regardez sur ce tableau, donc on avait classé les moins d'1 an, les 1,5 ans, les 5, 10 et les plus de 10 ans. Et donc vous voyez que les petits-enfants qui ont besoin d'un remplacement valvulaire mitral avant 1 an sont essentiellement des anomitrales isolées de la valve mitrale, du CAV et puis quelques autres cardiopathies comme on a pu en parler. Cette proportion chez les 1-5 ans va être plus importante pour ce qui est des CAV. Et ensuite, on va passer dans les autres cardiopathies, mais globalement, les anomalies de la valve mitrale isolées restent une des grandes causes de remplacement valvulaire mitral chez l'enfant. Donc, cette valve, vous l'avez compris, elle nécessite une suture au niveau de l'anneau, que la taille de la prothèse va bien sûr dépendre de la taille de l'enfant, de la taille de l'anneau, et de savoir si on pourra le mettre en position annulaire ou supra-annulaire, et va nécessiter une suture, et bien sûr un risque aussi de bloc auriculo-ventriculaire. Donc vous voyez que globalement la mortalité, elle était à 1 mois de 9%. On va le voir, c'était essentiellement des petits. Et pour ce qui est de la mortalité à 1, 5 et 10 ans, 85, 79 et 79%. Donc globalement quand même une qualité de vie qu'on peut espérer assez satisfaisante en termes d'espérance de vie. Et pour ce qui est de la mortalité importante, elle concernait les enfants de moins d'1 an qui avaient un syndrome de Shawn, qui était quand même les facteurs de mauvais pronostic, avec bien sûr la mise en place des valves, la taille des valves qui expliquait beaucoup cela. Donc, quand on regarde en détail la position des valves, vous voyez qu'elle est souvent supra-annulaire, parce que chez le petit, on voit les âges de ses enfants, et même chez les plus grands, parfois, on ne peut pas mettre la valve en position annulaire, et donc ça va bien sûr nécessiter potentiellement des réinterventions. Et les facteurs de risque, je vous l'ai dit, d'avoir moins d'1 an et d'avoir un syndrome de Shawn. Et puis l'autre facteur qui sortait, c'était d'être opéré avant 2008, ce qui montre bien que les techniques chirurgicales ont avancé. Le fameux enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le syndrome fusion pilier-commissure, il a été opéré avant 2008 et il a eu une prothèse mécanique. Et depuis 2008, on arrive à faire des plasties d'attente qui peuvent tenir plusieurs années, donc qui valent vraiment le coup d'être faits, parce que c'est bien sûr ça la question. Si on a une plastie et qu'on a une valve mécanique 1 ou 2 ans après, eh bien, ce n'est pas une réussite. Par contre, si on peut attendre une dizaine d'années pour avoir sa valve mécanique, bien sûr qu'on doit s'acharner à faire des plasties de bonne qualité. Ça, on va passer, mais je vous ai dit la position, la taille de la valve, encore une fois, va jouer dans l'évolution, et que plus on a une taille de valve importante, moins elle est en supra-annulaire, et potentiellement une valve aortique inversée, qui est une technique pour gagner quelques millimètres, vont permettre d'améliorer les choses. Donc, le pronostic reste, comme on l'a dit, bon, et qu'il faut quand même être conscient du risque de réintervention chez ces enfants, et qu'on va essayer d'optimiser au maximum la chirurgie pour limiter le risque de réintervention. Vous voyez sur cette courbe
actuariel de survie, on voit que le risque de réintervention, bien sûr, évolue avec le temps et qu'un grand nombre d'enfants vont être réopérés, mais pas aussi tôt qu'on pourrait le penser, et que quand même une partie de ces enfants vont attendre la prépuberté ou la puberté pour être opérés, et comme vous l'avez compris, avec l'espoir de mettre une valve adulte si on le peut. En termes de complications, il y avait 13% de patients qui avaient besoin d'un pacemaker, et c'était plus souvent des enfants avec un CAV. Le risque de saignement, il existe, mais il reste contrôlé, il est plus important post-opératoire immédiat. Le risque de thrombose de prothèse est faible, et il est depuis quelques années quasiment nul, avec une bonne anticoagulation. Et l'endocardite était également un fléau chez les enfants ayant une valve mécanique, mais aujourd'hui, avec des bons programmes de prévention d'hygiène dentaire et des patients éduqués, on s'aperçoit qu'on peut quasiment enlever ce risque d'endocardite chez les enfants ayant des prothèses mécaniques. Donc, en conclusion, la mortalité, elle existe, elle est un peu plus importante en post-opératoire, mais après, elle est tout à fait satisfaisante. Les complications, elles sont toujours présentes, mais on peut les minimiser avec des programmes d'éducation thérapeutique qui contrôlent mieux l'anticoagulation. Et il faudra bien sûr compléter ces études pour voir ce que deviennent ces enfants à l'âge adulte ayant eu des remplacements précoces. Mais encore une fois, si un enfant a besoin d'une valve mécanique, le message est que c'est tout à fait possible de la mettre et d'avoir une qualité de vie, une espérance de vie tout à fait acceptable. Et donc, on pose aujourd'hui ces indications quand elles sont nécessaires. Donc, avec quoi vous allez rentrer à la maison, que les indications tiennent compte beaucoup de l'âge. Ça, c'est clair que ça va être un point majeur, hein, l'âge et donc le poids de l'enfant. La complexité, hein, vous l'avez vu par rapport à l'histoire de l'enfant avec le syndrome de Marfan, c'est-à-dire que plastie mitrale, oui, mais changer l'aorte également peut potentiellement déstabiliser. Et puis les symptômes, bien sûr qu'on ne va pas menacer le ventricule droit avec une HTAP très importante, mais que si les enfants sont peu symptomatiques, voire asymptomatiques, alors on va souvent faire le choix de la surveillance. Comme je vous l'ai dit, potentiellement c'est des IRM pour s'assurer qu'on a une mesure des volumes tout à fait objective, que le bilan préopératoire va nécessiter une attention particulière pour s'assurer qu'on a regardé l'ensemble du massif cardiaque et des vaisseaux pour s'assurer qu'on a noté toutes les lésions associées, qu'en péropératoire, le chirurgien et la personne qui fera le TO vont énormément compter pour décider de continuer le geste ou de le changer, comme je vous l'ai dit. Et puis la surveillance à long terme avec des enfants et des parents qui sont prévenus d'un risque de réintervention, que ça soit au niveau de la valve mitrale ou du reste de la voie gauche, qui est bien sûr une des régions qu'il faut surveiller. Voilà. Alors, allons-y. Donc, le muscle de Moulert est un reliquat embryologique de quelle structure? En fait, c'est la structure qu'il y a initialement entre la VAV gauche et la valve aortique,